Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Entre briques et bureaux. Aujourd'hui, on parle de bâtir. Pas seulement des projets, mais aussi des milieux de travail. Je reçois Steve Larose, urbaniste et fondateur de Loga, un véritable bâtisseur, qui a autant à cœur de créer des espaces de vie de qualité pour les futurs habitants que de bâtir une entreprise épanouissante et positive pour ses employés. Une conversation sur la vision, l'humain et la responsabilité qu'on porte quand on façonne des lieux et des équipes. Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Entre briques et bureaux. Aujourd'hui, on reçoit Steve de Loga. Bonjour Steve. Bonjour. Merci d'être ici aujourd'hui. Steve, parle-moi un petit peu de... Premièrement, tu es urbaniste. Oui. Qu'est-ce que ça mange en hiver, un urbaniste? En fait, un urbaniste, première des choses que ça fait, c'est un spécialiste plutôt du niveau planification urbaine. Mhm. Donc, un urbaniste, c'est quelqu'un qui est capable de comprendre l'évolution d'une ville, de comprendre les enjeux d'une ville, que ce soit politique, social, environnemental, euh, mobilité. Donc, souvent un généraliste qui est capable de comprendre les enjeux et de Mhm. travailler à bonifier les milieux de vie, puis à travailler avec les acteurs locaux. Donc, souvent, on a beaucoup de consultations publiques puis au niveau politique. Donc, c'est quelqu'un qui est généraliste, qui est capable de prendre toutes les sphères, puis faire en sorte de mettre en œuvre des plans d'action, des outils, que ce soit de la réglementation, de la planification urbaine. Souvent, on entend des plans d'urbanisme, des programmes particuliers d'urbanisme. Fait que c'est des outils de planification qui partent des enjeux qu'on a énumérés pour pouvoir ensuite les découper en une vision, en plan, puis en outils réglementaires. Fait que dans le fond, dans d'autres mots, là, c'est quelqu'un qui prend un projet puis qui le rend réalisable. Exactement. Oui? Exact. OK. Fait que Avec tu vois la vision, tu sais ce qui est faisable, puis on le met en pratique. Exactement. Puis souvent, on travaille avec beaucoup d'autres professionnels. Fait Mhm. que l'urbaniste va travailler avec des promoteurs immobiliers, des architectes, va travailler avec des architectes paysagistes, ingénieurs, Mhm. arpenteurs. Donc, on est souvent quelqu'un qui va travailler avec beaucoup de professionnels, beaucoup de corps de métier, parce qu'évidemment, nous, on fait du papier. Fait que Oui. avec du papier, on va pas très loin. Fait que ça prend des gens aussi qui vont aller pour jusqu'à la construction, puis mettre en œuvre cette vision-là en projet. Puis c'est ce qui fait que quand on se promène souvent dans des nouveaux quartiers, on va voir des rues, on va voir les bâtiments, on va voir des arbres. Mais tous ces éléments-là ont été pensés, planifiés Mhm. pour souvent donner un cadre de vie qui respecte certaines normes, si on veut, là, urbanistiques, en vue de des gens habitent là, qu'il y ait un quartier, que les gens puissent y vivre, y travailler. Des fois, ça peut être, là, on parle beaucoup, mettons, de résidentiel, mais ça peut être du commercial, ça peut être de l'industriel. Fait que c'est cette mixité des usages-là qui fait en sorte qu'un urbaniste vient, puis il part de la vision, puis réussit à les mettre sur papier pour que en équipe, on réalise ça jusqu'à temps qu'il y ait des gens qui habitent, qui vivent dans les quartiers. C'est des gros projets, là. Fait que c'est des choses qu'il faut penser 3 ans, 5 ans, 10 ans. Combien Ouais. d'années à l'avance on Ben, un pense? des premiers projets que j'ai travaillé vient de se terminer, puis ça fait à peu près 13 ans. 13 ans de OK. planification. Fait que souvent, le projet, on est parti d'un terrain qui était vacant, mais là, de plus en plus, maintenant, c'est plus des terrains vacants parce qu'il n'y en a plus. Donc, c'est des terrains à Mhm. requalifier. Donc, on va partir de bâtiments à démolir. On va passer des fois, il y a des milieux humides. Il va falloir intégrer des milieux humides dans les projets. On a des enjeux d'infrastructure. Donc, on va se mettre à voir c'est quoi avec les ingénieurs, comment intégrer les infrastructures, égouts, aqueducs, mais aussi des fois de mobilité, Mhm. transport en commun. Donc, on vient rajouter un paquet de couches qui font en sorte que une fois que le plan y est fait, bien, le mettre en œuvre, on a des autorisations des fois municipales, ministérielles à obtenir. Donc, ça va très loin dans les Mhm. délais, dans les étapes. Donc, le projet qu'on termine là, si on y va, il s'est terminé. Donc, le projet, je le dis toujours à la joke, là, mais le projet qu'on commence maintenant, ben, il faut qu'on sache dans 13 ans qu'est-ce qui va être la nouvelle façon, la nouvelle norme de vivre, si on veut, ou les nouveaux principes, parce que ce que tu dessines aujourd'hui, c'est ce qui va se faire Mhm. dans 10, 15 Fait ans. que urbanisme égale visionnaire, c'est ça? Ouais, planification. Ouais, c'est ça. Et à quoi ça ressemble comme une journée régulière au quotidien? En fait, moi, mes journées régulières sont plutôt chargées. Je dirais qu'il y a comme 2 types d'urbanistes, si on veut. On a les urbanistes qui travaillent dans les municipalités, puis tu as les urbanistes qui travaillent dans le secteur privé. Mhm. Pour avoir passé, quasiment 16 ans dans le côté municipal, un urbaniste dans le côté municipal va beaucoup accueillir des projets, va faire beaucoup de rencontres, beaucoup de discussions, beaucoup de coordination avec les autres services d'une municipalité, en vue d'approuver puis de mettre en œuvre des projets. Donc c'est plutôt cadré, même s'ils sont grandement occupés. Du côté privé, on est beaucoup dans le rôle de coordination, donc énormément de rencontres, Mhm. énormément de discussions.
On a beaucoup de plans à produire, aussi des plans d'ensemble, des analyses réglementaires. Fait qu'une journée au quotidien, on le sait jamais. Fait qu'on se lève le matin, puis Réaction. ouais, exactement, c'est ça. Toujours en mode réaction, mais aussi avec une vision à long terme. Exactement. C'est pas facile d'être un urbaniste, c'est ça? Non. En fait, de plus en plus, puis en plus on le voit, là, il y a de plus en plus de normes de réglementation qui se rajoutent. Donc, au final, c'est de plus en plus compliqué. Je le dis, à un moment donné, j'ai croisé un urbaniste qui est un, un mentor qui était plutôt Oui. sur le bord de la retraite, si on veut. Puis il me regardait et me dit, tu sais, aujourd'hui, je suis content de prendre ma retraite, ben, c'est tellement rendu compliqué, je suis pas Mhm. sûr que je serais capable de poursuivre ça. Fait que ça fait partie de la réalité dans laquelle un urbaniste doit vivre, c'est qu'il y a de plus en plus d'enjeux. Tu sais, puis là, on parle des choses qu'on voit, De la crise du logement, contraintes. Ouais. itinérance, Ouais. problème d'infrastructure, égout, aqueduc. Donc ça met de la pression sur le développement, ça met de la pression sur la planification. Tu sais, ça paraît pas des fois, mais le fait d'avoir de l'égout, de l'aqueduc, ça fait qu'une usine qui crée des emplois peut venir dans Ouais. une ville qui va amener des logements. Fait que l'interrelation de tous ces éléments-là est quand même vraiment important. Puis des fois, c'est pas nécessairement quelque chose qui est très tangible, hein. Ouais. C'est des études, c'est des chiffres, un paquet de Mhm. choses. Donc, c'est pour ça que je dis le matin, on se lève, puis il peut y avoir quelqu'un qui a sorti quelque chose qui, là, qui fait que fonctionne plus ton projet. Mhm. Donc, il faut avoir aussi être beaucoup en mode solution pour arriver à mettre en œuvre. J'imagine que aussi avec les températures maintenant qui sont très Ouais. instables, ça doit faire une différence dans ton travail. Ouais. Surtout, tu sais, je te dirais, les sécheresses, je le vois moins dans mon travail, Mhm. mais c'est plutôt tout ce qui est Grosse pluie. inondation, Ouais. grosse pluie. Tu sais, évidemment, quand on parle de grosses pluies, d'inondation, là, de plus en plus, il y a des villes qui ont commencé à mapper leurs cuvettes. Donc, Mhm. on sait dans certains secteurs que c'est une partie basse de la ville, donc l'eau va se ramasser là. Ça veut dire que quand on planifie des projets, que ce soit du développement immobilier ou des nouveaux logements, il y a des villes qui empêchent les logements sous-sol maintenant. On doit intégrer la rétention à même le projet, le verdissement, les toits verts Mhm. pour pouvoir faire de la rétention. Fait qu'il y a plein de stratégies nouvelles à mettre en œuvre dans les projets. Puis, tu sais, sécheresse vient aussi de l'autre côté avec grande température. Donc, quand on fait des Mhm. aménagements, on essaie de considérer qu'il va falloir qu'il y ait de l'ombrage pour pas que les gens Ouais. sèchent sur le bord Oui. du trottoir, tu sais. Fait qu'on est dans ce genre de dynamique-là actuellement. Puis par rapport à les réglementations et les Ouais. permis, c'est quoi les étapes clés, dans le fond, pour obtenir un permis de construction? Les étapes clés. Première des choses, souvent, puis tout type de projet, que ce soit une rénovation, un agrandissement de maison, un grand projet, la première étape, c'est de bien voir ce que la réglementation nous permet de faire. Souvent, on a des idées, on a des projets, que ce soit pour ta propre maison ou Mhm. pour un multilogement. Le plus important, c'est de voir qu'est-ce que la réglementation fait, t'exige en fait. Fait que souvent, tu vas pouvoir voir que la réglementation, c'est ce règlement de zonage, règlement Mhm. de plan d'intégration, intégration architecturale, donc CCU. Donc, il y a des étapes aussi qui peuvent se rajouter. Fait que la première étape, c'est de bien comprendre la réglementation pour que ton projet fonctionne avec la réglementation. Habituellement, quand les projets fonctionnent à la réglementation, on s'arrange directement avec la ville. Donc, on produit les plans, certificats plan d'implantation de l'arpenteur, les plans d'architecture. Donc, on avance là-dedans pour déposer à la ville. Puis, on attend. Le seul mot urbaniste qu'on va entendre, c'est l'urbaniste de la ville qui va traiter notre demande. Quand on fait un projet qui ne respecte pas les règlements de zonage, puis que là, qu'il faut aller au comité consultatif d'urbanisme, présenter de l'architecture, là, souvent, là, on va entendre, t'es peut-être mieux de t'accompagner d'un urbaniste parce que l'urbaniste va aussi venir t'aider à voir les possibilités d'obtenir les dérogations, les changements de zonage pour que ton projet fonctionne. Ce comité-là, c'est au niveau des villes, au Oui, niveau des provinces? un Comment ça municipal. fonctionne? OK, Chaque municipal. municipalité a un comité. OK. Puis je dis chaque parce que maintenant, c'est pas mal de facto, là, toutes les villes ont Oui. ça. Donc, dès qu'on a des dérogations mineures, dès qu'on a le volet architectural qui est soumis à un règlement de PIA qu'on appelle, Mhm. on doit aller au CCU. Donc, c'est un comité de citoyens composé OK. de deux, trois élus et de citoyens. Dans certaines villes, c'est même monsieur, madame, tout le monde. Quand on tombe dans les grandes villes, souvent, c'est architectes Ouais. paysagistes, urbanistes, des spécialistes. Puis, on présente le projet qui, eux, doivent évaluer en fonction de critères qui sont prévus dans les règlements. Puis, ils font une recommandation favorable ou non d'approuver le projet. Fait que s'ils recommandent favorablement, on envoie ça au conseil municipal. Mhm. Puis, lui, il va adopter par résolution l'approbation. Puis là, tu vas pouvoir avoir ton permis pour construire. Souvent, on va entendre maudit CCU parce que les gens, ils doivent y aller une, deux, trois, puis même dans certains dossiers que j'ai vus, ils ont été 13 fois au CCU avant d'obtenir leur autorisation. OK. Fait que ça, c'est une fois par mois. Fait que ça veut dire que OK.
Fait que dans le fond, tu fais ta demande. C'est à peu près combien de temps les délais? Une demande dans une ville, c'est entre 30 et 90 jours, OK. à part Montréal, mettons, Oui. pour avoir un permis. Si tu allais au CCU, là, on parle de 6 mois, 8 mois, 9 mois. Fait qu'il faut se prendre d'avance. C'est pas on se OK. lève aujourd'hui, Ouais. ou au printemps, on va construire puis ça va bien aller. Des fois, on rajoute beaucoup d'étapes. Fait que quand je vous dis que c'est de plus en plus compliqué dans les Mhm. municipalités, ben il y a tout le temps quelque chose qui se rajoute. Puis là, je parle même pas des comités de démolition ou quand on a des bâtiments qu'on veut Ouais. démolir, qui est une autre Ça, étape. c'est autre Fait que chose. c'est d'autres étapes qu'on rajoute à chaque fois. Fait que OK. les urbanistes, on est souvent là pour vous accompagner. Mettons du côté privé, on accompagne les propriétaires, les promoteurs, les constructeurs dans ces étapes-là pour réduire les délais, pour s'assurer que le projet qu'ils ont en tête, parce que tu sais, eux autres aussi, les gens qui viennent voir, c'est des visionnaires, ils ont une idée, ils ont une vision de Mhm. leur terrain ou de ce qu'ils veulent faire. Donc, on est souvent là pour les accompagner dans chacune des étapes pour s'assurer d'être efficace, gagner du temps, puis s'assurer que qu'est-ce qu'on s'en va demander se justifie, puis qu'on passe pas 13 fois au CCU, mais une fois. Ce qui est, Fait que dans le fond, ce qui est recommandé pour les citoyens qui veulent soumettre un projet, c'est de faire affaire avec un urbaniste. oui, éventuellement. Oui. Y aller avec la municipalité, voir dans quoi on OK. s'embarque. Puis si on voit qu'il y a il y a un enjeu ou quelque chose qui ne semble pas fonctionner, souvent on est là OK. on est comme une partie de la clé pour Pour aider. Oui, exactement. OK. C'est ça. Fait que dans le fond, un citoyen pourrait juste consulter la municipalité pour voir ce qui est permis, puis Exact. aller. Quand la ville dit non, Oui. là, on Là. appelle. Ouais, c'est ça. OK. Fait que vous êtes là pour résoudre les problèmes, Ouais, c'est ça? ça aussi, entre autres. Ouais. Super. Et puis, pourquoi il y a certaines personnes, certains citoyens, certains entrepreneurs qui iraient faire de la construction sans permis ou qui recommanderaient de faire sans permis? Ben, recommander, ça, c'est pas une bonne Non. recommandation. OK? On le verra un peu après, mais Oui. il y a des gens qui, quand on arrive pour faire des demandes à la ville, on a payé des architectes, on a payé des ingénieurs, on paye tout le monde. On a emprunté de l'argent, des fois aussi, pour arriver à faire ce projet-là. On paye des intérêts. On a acheté un terrain, on paye des intérêts ou on paye un prêt Mhm. hypothécaire. Donc, il y a beaucoup d'argent qui sont en arrière de ces gens-là, de ces promoteurs puis ces entrepreneurs-là. Puis à un moment donné, ben, c'est juste normal que tu payes, mais tu ne vois pas où ça va se déboucher. Donc, les gens, ils souhaitent commencer sans permis pour pouvoir accélérer le fait qu'il va y avoir des locataires qui vont venir ou qu'il va y avoir Mhm. des ventes qui vont pouvoir avoir fait que c'est souvent un enjeu de Cash flow. cash flow, Ouais. et grosso modo, et aussi peut-être tu sais, des fois, c'est l'hiver qui s'en vient. Si je fais mon excavation trop tard, je magane, je ne ferme pas les murs. Mm. Puis là, ça fait que moi j'en ai des projets où les gens, ils poussaient, puis ils n'ont pas fait de travaux sans permis, mais ça fait qu'au lieu d'avoir des locataires au 1er juillet de l'année prochaine, C'est un c'est an. l'autre d'année d'après. Ouais. Fait que là, tu tombes dans des cycles aussi de location. Fait que ces projets-là, les projets immobiliers, c'est une séquence Mhm. on doit bien ordonnancer pour s'assurer que quand on débourse puis on se met à construire, ben, que ça concorde avec des gens qui vont libérer des logements. Fait que souvent, les entrepreneurs commencent sans, Mhm. ce que je ne recommande pas. Non. Parce qu'au final, ça va faire en sorte que la ville va venir te voir, elle va être sur ton dos, tu vas avoir des arrêts de travaux, tu peux avoir des constats d'infraction. Ça peut aller loin. Puis après ça aussi, c'est une question de réputation. C'est-à-dire que si tu refais un autre projet dans la même municipalité, Ouais. ou dans le même arrondissement, ça peut moins bien aller après. Ouais, fait que dans le fond, les conséquences sont quand même assez graves pour l'entrepreneur. Est-ce qu'il y a des conséquences sur le client? Souvent, ben, si lui, ben, en tout cas, tout dépendant comment c'est Oui. fait, mais c'est sûr et certain que lui, le client il doit donner des contrats aussi. Fait que s'il a donné des contrats qu'il ne peut pas honorer, fait que c'est comme une multitude de choses. Si le client est propriétaire du bâtiment ou du terrain, normalement aussi les municipalités, quand ils font l'arrêt de travaux, ils prennent quiconque. Souvent, c'est écrit dans le règlement, là, dans les Mhm. dispositions pénales, quiconque. Donc, ça va être le propriétaire, l'entrepreneur, les sous-traitants. Fait que tous ces gens-là qui sont sur mettons, Chantier. chantier, ouais, j'allais dire un Oui. site de construction, mais un chantier, Mhm. euh, peuvent avoir des constats d'infraction. Puis les constats d'infraction, c'est à chaque fois qu'on les voit. Fait qu'une fois par jour, s'il y a un inspecteur qui passe, c'est un constat d'infraction par... C'est quoi le coût monétaire d'un constat d'infraction? Habituellement, ça part à peu près à 1 000 plus OK. les frais et ces choses-là. Ça peut Donc, aller jusqu'à. à beaucoup plus que ça, ben, c'est avec la récidive. Fait que tu y vas une fois, tu te fais prendre, Ah, OK, OK. ça s'additionne. Ouais, fait que ça peut monter. Je pense des 15, 20 000, 30 30 000 par, Wow. par jour. Ouais. Ouais. Et ça, il faut vraiment être. Faut vraiment.
c'est ça, il faut vraiment aller loin là-dedans. Qu'est-ce que tu conseilles à un client que son entrepreneur lui conseille justement de ne pas prendre de permis pour prendre l'avance parce que si, parce que ça? De ne pas faire ça. Ouais, c'est aussi simple que ça. Ne pas faire affaire Non, avec cet non, pas entrepreneur? faire affaire avec là, en trouver un autre. Hem, Souvent, quand ce genre de situation-là arrive, je vais m'asseoir avec eux. Je vais essayer de voir si on peut pas décomposer le projet Mhm, en OK, toi, tu as besoin absolument. Des fois, il y a des villes qui vont donner des permis d'excavation, vont donner des petits permis ou des. mhm, Fait que j'essaie de voir, est-ce qu'on peut pas, tu sais, de la déconstruction intérieure de murs, ces choses-là. Au lieu de faire tout ton grand projet, on va essayer de décomposer le projet en petits projets qui fitteraient avec des permis on pourrait obtenir rapidement mhm. sans grosse approbation et tout. Fait que c'est ça que j'essaie de Fait que faire. tu les mets en étapes pour que Ouais, ce soit plus facile d'avoir des permis. exactement. OK. Fait que j'essaie de voir comment on peut faire ça par étapes. Comme ça, on s'évite tout ce que je viens d'expliquer. Puis, tu sais, des fois, je change d'entrepreneur. Des fois, on est un peu trop tard, trop loin. Il y a des commandes qui sont faites, ça se fait pas. Donc, j'essaie de voir comment on est capable d'arriver à avoir un permis rapidement pour faire des petits travaux, tu sais. Mhm. C'est une bonne méthode quand même. Ouais, ça sert beaucoup. Des fois, ça paraît niaiseux, là, mais tu sais, souvent, les clients, ou, tu sais, les municipalités vont pas te le donner, cette option-là. Mhm. Souvent, sont là pour répondre à la demande. Fait que si je veux, par exemple, déconstruire ou agrandir une maison, ben, ils vont dire, ben, il faut que tu attendes d'avoir tout le processus. Fait que des fois, ils vont pas dire oui, mais je peux. Il y en a des inspecteurs dans les municipalités qui sont super aidants, mais la majorité du temps, ils vont dire, ben, c'est ça, puis Voici il le faut attendre. processus, on doit suivre. Exactement. Puis là, ben, moi, je suis là pour. Après, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, on fouille dans les règlements, on lit les règlements, on essaie de décomposer. OK, parfait. Ah, toi, tu as un mur à défaire, parfait. On va demander juste pour ce mur-là, fais la demande, puis là, ben, souvent, on réussit à avoir, Dans les délais. ouais, OK. exactement, OK. prescrit pour moi qui puisse commencer, le temps que le grand permis, là, si on veut, le permis qui est plus important, revienne à la fin. Ouais. Exact. Puis ça, j'imagine qu'en décortiquant ça, des demandes de plusieurs permis, il y a quand même des coûts associés à des demandes de permis. Toujours. Oui. Par contre, ça nous fait économiser comme à long terme. Ouais, mais surtout que ça te permet de commencer maintenant, ça, c'est Oui. ton échéancier. Ça te permet de ne pas avoir la ville à dos, de Mhm, pas avoir des problèmes avec la municipalité. Donc, c'est un paquet de choses comme ça mhm. qui fait en sorte que ça peut aider, là. Ça fait partie des choses que quand on investit, des fois, ça vaut la peine parce que ça nous sauve de l'argent au bout Ouais, du compte. exactement. Une couple de Mhm. petites heures, une couple de minutes avec nous souvent, puis après ça, ça permet de débloquer le reste. Parle-moi de ta carrière un petit peu. Ça fait 19 ans, Ouais. si je ne me trompe pas, que tu es urbaniste. Ça a commencé où, cette carrière-là? Ça a commencé, écoute, moi, j'ai commencé à la ville de Carignan. J'ai commencé du côté Mhm, municipal. Euh, donc, j'ai commencé avant même la fin de mes études comme commis, là. J'ai mhm. commencé à répondre aux questions quand les gens viennent au comptoir. Est-ce que je peux faire mon projet ou non? C'était moi qui disais ben oui Oui, ou non. non. Puis si c'est non, ben là, il allait voir la directrice qui était là à l'époque. Donc, j'ai fait ça. J'ai été inspecteur en bâtiment à la ville de Longueuil où j'émettais des permis puis je faisais Mhm. l'application de la réglementation. Je vais ça pendant un an et quelques. Puis après, j'ai été à la ville de Mirabel où j'étais urbaniste. Fait que j'ai vraiment, dans cette ville-là, j'ai vraiment travaillé sur un paquet de projets de développement. C'est une ville qui est en développement. Donc, j'ai vraiment beaucoup travaillé. En fait, j'ai tout appris, là, la rédaction de réglementation, modification du schéma d'aménagement, des plans. Fait que j'ai un poste que je m'occupais de beaucoup de planification. Aussi, tout ce qui était CCU. Je m'occupais aussi de traiter les demandes que j'expliquais qui vont au CCU, dérogation mineure. Puis après ça, j'ai fait un pas à la ville de Montréal OK. où j'ai travaillé en arrondissement puis sur les grands projets de développement, comme conseiller d'aménagement puis comme chargé de projet. Des projets que moi j'aime, que certaines personnes n'aiment pas, qui est comme l'exemple à ne pas faire, Comme? mettons comme Griffintown, OK. mais que je trouve quand même que c'est un projet qui a quand même certaines qualités. Donc j'ai travaillé sur ce projet-là, puis après aussi j'ai été à la ville de Candiac comme chef de division directeur, fait que je me suis occupé d'une équipe de 35 où je faisais le lien entre politique, les citoyens, les promoteurs, puis l'équipe là, qui était composée d'ingénieurs, architectes, paysagistes, urbanistes. Fait que tous les règlements de Tout. tous les différentes facettes, tu les connais? Oui, exactement. Puis après ça, j'étais du côté privé. Là. Durant la COVID, gérer des gens qui font des travaux avec des citoyens qui étaient là à temps plein, avec des plaintes, puis tout ça, ben,
je pense que je m'étais dit que j'avais peut-être le temps que je fasse d'autres choses, puis j'allais Mhm. voir de l'autre côté. T'étais rendu Ouais, je ailleurs. suis rendu ailleurs. Fait que j'ai travaillé chez un promoteur immobilier d'importance sur la rive sud. Puis là, c'est là que ça m'a amené à apprendre aussi euh, le côté promoteur. Donc, tout Mhm. le volet financier, calcul, risque et échéancier, toute l'importance de ce que des fois les urbanistes qui ont fait juste du côté municipal ne voient pas. Donc, ça m'a amené d'avoir l'espèce que j'appelle le mode hybride, où j'ai fait travailler dans beaucoup d'acquisitions de sites, beaucoup de pré-développement, jusqu'à temps que je décide de partir ma firme là, en 2022 OK. pour accompagner essentiellement des promoteurs dans les démarches auprès des municipalités. Puis là, j'ai parti l'entreprise comme ça, avec quelques clients privés, quelques clients municipaux, où je les accompagne dans beaucoup de volets de gestion de projet, puis Mhm. de volets urbanistiques dans le Mais projet. ça t'ajoute quand même un edge là, d'avoir connu le monde avant avec les Ouais, promoteurs, connu le monde de la ville, les permis et tout, puis de pouvoir faire le lien entre ces deux-là parce que justement, tu parles aux deux. exactement. Oui. Je sais comment m'adresser aux deux. Tu sais, j'ai vu le côté municipal, les gens ils me connaissent, ils savent qui je suis, Connais le qu'est-ce que j'ai fait. processus. Ouais, C'est je connais surtout le connaître le processus. processus. Ouais, Ouais. j'avoue que je suis souvent l'espèce de garde-fou là, entre Mhm. quand je me présente avec un client dans une municipalité, on sait très bien que si mettons, l'urbaniste il essaie de faire étape 1, 3, 4, 5, que je vais ramener à 1, 2, 3, 4. Donc, souvent, les gens sont Mhm. contents de m'avoir là parce que je l'ai fait. Oui, Je l'ai fait assez longtemps on pour bien t'engage pour comprendre. ton Oui, expérience. exactement, c'est ça. Puis du côté privé, quand les clients arrivent avec des sites à développer, je comprends comment ils réfléchissent en termes Mhm. souvent plus financiers, projets, pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut faire. Fait que je suis capable, souvent dès le départ, là, je fais un filtre à savoir est-ce que je mets mon temps dans un projet qui va fonctionner ou on met notre temps dans un projet qui va être long et compliqué. Fait que Mhm. j'évalue dès le départ nos chances de succès. Puis évidemment, quand j'ai pas de chance de succès, je le mentionne dès le départ. Mais sinon, je me lance Bien avec c'était eux. les Ouais, attentes. exactement. Mm. Puis là, je te ramène au début, Ouais. à ton moment de départ. Là. C'est quoi ton premier projet? Est-ce que tu t'en rappelles? Mon premier projet, ça s'appelait, quand je suis arrivé à la ville de Mirabel, là, premier projet, je dirais d'envergure, ça s'appelait le lac Mirabel. Mhm. C'est un projet récréo-touristique qui maintenant est devenu un projet commercial et développement résidentiel Mhm. d'un promoteur connu. Donc, ce projet-là, écoute, c'était des hôtels, écoute, il y avait un lac, il y avait un Bass Pro Shop pour essayer les bateaux sur le lac. C'est vraiment quelque chose qui était vraiment le fun, avec un peu de résidentiel autour, mais qui malheureusement, malgré tout ce qu'on est en train de faire au niveau de la planification, que ce soit tu sais, les accès autoroutiers, le changement du schéma d'aménagement du zonage. Il y a eu une crise économique là, Mhm. avec les États-Unis, puis le projet il est complètement changé depuis. Mort. Ouais, il est Non, mort. il a juste modifié? C'est plus la même gang, mais tu sais, je te dirais au final, il y a les outlets, il y a un volet Oui, commercial, il y a un volet résidentiel. Fait que tu sais, je dis pas mort, mais je dirais plutôt comme il a évolué en fonction des. l'objectif a changé. Ouais, exactement. Il y a OK. quand même un projet qui est là. Fait que ça, c'est un des projets que je pense qu'aujourd'hui, si on avait passé s'il n'y avait pas eu cette crise-là, on aurait eu quelque chose de différent dans ce secteur-là je pense pas qu'il y ait encore dans la région de Montréal. Mm. On passe à une section qui est interactive. Ouais, On a un nouveau segment, c'est on va lire certaines critiques ou questions qu'on a vues sur Reddit par rapport à ton rôle. parfait. Puis j'aimerais ça que tu puisses nous répondre. Dans le fond, aider à répondre à ces gens-là. C'était moi qui répondais à la fin en bas, là. Exactement, Parfait. exactement. Alors, je te cite. Pas toi. Non, j'avais Je compris. cite la personne sur Reddit. Mon voisin construit sur ma limite de propriété sans permission. Que faire? J'ai découvert que mon voisin faisait construire une extension deck ou patio qui empiète clairement de quelques pieds sur mon terrain, sans jamais m'en parler. J'avais fait faire un bornage à l'achat il y a 3 ans, donc je suis sûre de la limite. Mais lui affirme avoir son propre relevé et soutient que tout est chez lui. Je m'inquiète des conséquences légales si je laisse passer. Je veux éviter un conflit, mais je dois protéger mes droits. Je me demande si je dois refaire un bornage, contacter un avocat, passer par la mairie et s'il existe un délai pour agir. J'espère trouver une solution sans abîmer la relation du voisinage. Bonne chance. Euh, en fait, Oui. ce qu'il proposait à la fin, c'est tout ça. OK. Ouais. C'est la première des choses. Si tu penses que ton voisin se construit chez toi, puis tu lui as parlé, puis vous n'êtes pas d'accord sur les limites du bornage,
c'est sûr et certain que la première étape, ça serait de faire venir un arpenteur Oui. pour pouvoir délimiter en urgence, là, qui viennent Mhm. délimiter la bonne limite entre les deux propriétés. Fait que ça, c'est sûr et certain que c'est la première, je dirais une des premières étapes à faire. C'est sûr et certain que l'autre chose que je dirais, c'est tout est urgent dans ce cas-là parce que Mhm. le voisin est en train de construire ces choses. Fait que plus que tu attends, plus qu'il va être rendu loin dans ses travaux de construction, moins ça va être le fun à défaire puis à régler par après. Donc, l'arpenteur, c'est clairement des premiers appels. Deuxième des appels que je ferais quelques minutes après, ça serait la municipalité. Mhm. Je m'assurerais qu'il y a un permis. S'il n'y a pas de permis, il faudrait que l'inspecteur passe, puis évidemment qu'il arrête les travaux pour arrêter, pour geler la situation, pour pas que ça s'empire. Entre-temps, avec le bornage, on va voir ce que ça donne. S'il est effectivement sur son terrain, ben là, il fera la demande de permis. La municipalité va avoir des normes. Des fois, là, je ne me sais pas c'était quoi, c'était un balcon Oui, qu'on suivait. exact. Des fois, à limite zéro, il y a certaines villes qui le permettent, d'autres non. Donc, il va falloir voir qu'est-ce que la réglementation permet. Puis évidemment, si on n'est tout pas satisfait de la réponse de la municipalité puis qu'il continue, l'avocat va devenir nécessaire. Euh, En fait, dès qu'on réalise que le patio est sur son terrain puis que le voisin ne veut pas le défaire, ben, la municipalité va y envoyer des consignes d'infraction, on va se mettre sur lui parce qu'on n'a pas le droit, là. Oui, On n'a pas le droit oui, de construire sur le terrain, des voisins sans avoir leur autorisation. Donc, c'est sûr certain que la ville va faire un bout, mais tu sais, l'avocat, je conseillerais à ce qu'il soit pas très loin. oui, De documenter tous nos échanges avec le voisin, oui. les enregistrer si possible. Fait que, tu sais, de garder une trame des faits au cas où que ça vire très mal. Éviter le verbal le plus Ouais, possible. Si exactement. c'est verbal enregistré, Exact. Puis avec un témoin si on est tout seul avec la personne. parfait. Merci. Tu sais? Le deuxième. Alors, permis pour remplacer une porte arrière. À ma grande stupéfaction, dans Rosemont, il faut payer un permis pour changer une simple porte extérieure arrière qui mène à une sortie de secours. Je trouve ça ridicule et cher pour rien. Je me pose sérieusement la question à quel point la ville est alerte pour ce genre de changement mineur. Est-ce qu'on risque vraiment de se faire taper sur les doigts pour ça? Je comprends qu'il faut un permis pour des travaux majeurs et des travaux en façade qui impactent l'esthétisme du quartier. Mais une sortie de secours aucunement visible de la rue, franchement. On ne sait pas c'est combien d'unités hein, dans non, Non, malheureusement. OK. non. Sortie de secours, ça veut dire qu'il y a souvent des normes au niveau du code national du bâtiment. Fait que la municipalité, c'est probablement ça qu'elle veut s'assurer, le sens d'ouverture, probablement la largeur, parce qu'il y a des normes à Mhm. respecter. Fait que donc, si c'est un issue, il y a un architecte qui doit avoir prévu une certaine dimension, un sens. Donc, c'est probablement pour ça qu'il demande un permis. Euh, Oui, sortie de secours, ouais, c'est les normes sécuritaires qu'on doit exactement. respecter. Oui, Fait que, tu sais, la question, c'est est-ce que je vais me faire prendre? oui. Probablement pas parce qu'ils ont peut-être qu'ils ont pas assez d'inspecteurs Mhm. pour tout, mais ça se peut que ça arrive aussi. Oui, Puis, tu sais, c'est toujours la même chose, c'est que si on fait des travaux qui sont pas conformes, qu'on se fait prendre, il va falloir, oui, faire les demandes de permis, mais en plus, il va falloir défaire ce qu'on fait puis le refaire. Fait que c'est pas. Puis je le sais que les délais à Montréal, de manière générale, sont très longs. mhm. Fait que des fois, ça arrive, là, on veut pas faire ça l'hiver ou quand il fait moins 40 ou que ça fonctionne pas. Donc, je comprends qu'il y a des enjeux, c'est juste qu'il y a quand même des étapes à suivre. Puis, je dirais de faire attention. Oui. C'est Puis un de faire bon sa demande. conseil. Ouais, Oui, faire sa demande. ouais, On en a deux autres. parfait. Que se passe-t-il si j'enfreins volontairement les règles de zonage? Mon rêve a toujours été d'avoir un garage pour construire des voitures de course. Quand même le fun, un beau rêve. Mais les règles de zonage de ma ville sont tellement restrictives que je suis limitée à un micro-garage de 21 par 18, micro-garage 21 Ça par dépend où on 18, habite. Ouais. ce qui est pratiquement inutile. J'envisage donc de violer volontairement ces règles et de simplement payer l'amende. Mais je voudrais savoir s'il existe d'autres conséquences possibles. Oui, il y en existe d'autres. Euh, Puis en plus, c'est écrit que c'est de fait de mauvaise foi. OK? Oui. Ça, c'est très important. Je dois donner le cas type parce que des fois, il arrive quand on fait des travaux, un entrepreneur, il va. Des fois, la fondation est un petit peu plus proche d'une ligne. Il y a une erreur de chantier. Mhm. Le client va faire sa demande de permis. L'arpentage, il y a une erreur. Il coule les fondations. Peu importe, ils font une erreur ou on ne respecte pas une marge de recul ou quelque chose.
mais c'est une erreur de bonne foi. Mhm. Quand on fait une erreur de bonne foi dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, parce que c'est notre, on dit la Bible des urbanistes, pour pouvoir donner des dérogations mineures, parce que là, on va vouloir, par exemple, déroger à une norme. L'outil le plus simple, c'est une dérogation mineure. Il y a comme des conditions dans la loi, dont il faut que la demande soit faite de bonne foi. C'est dur à prouver, mais dans le cas où il n'y a pas eu de permis, puis là, ce qu'on voit, ben lui, il pourrait ne pas avoir de dérogation mineure. C'est-à-dire que demain matin, construit son garage, probablement qu'il ne demandera pas de permis. Construit son garage trop grand, il se fait prendre par la municipalité. Il va avoir une amende, mais aussi il va avoir une demande à la cour pour démolir. Démolir. Ouais, ça arrive de plus en plus. Les municipalités vont là. Piscine dans de mauvais endroits, cabanon trop grand, agrandissement. Les municipalités, euh, il y a tellement eu de délinquants, si on veut, dans les dernières années, que de plus en plus les municipalités vont jusqu'au bout de ces choses-là. Fait que lui, il s'expose à devoir démolir la partie de son garage qui est trop grande. Fait qu'on conseille déménagement. Ouais, mais oui, oui. Mais des grands garages, il y a des secteurs qui sont plus propices à ça. Ouais. Là. Tu sais, des fois, en zone agricole, il y a des maisons, là, mais ils ont leur 50 000 pieds carrés, puis eux permettent des grands garages pour ce genre de choses-là. Mais c'est sûr et certain que quand on est dans un milieu urbain, les gens ne veulent pas avoir un garage. Souvent, les municipalités ne veulent pas que le garage soit plus grand que la maison. Ouais. Ils essaient pour la qualité du cadre bâti, là, ils essaient de calibrer tout ça aussi avec les normes qu'on voit. Un dernier. Achat d'une maison avec un sous-sol aménagé sans permis. J'ai acheté une maison dont le sous-sol est entièrement rénové avec cuisine et salle de bain, mais en tant que primo-acquéreur, je n'avais pas réalisé que l'ancien propriétaire n'avait jamais obtenu de permis pour les travaux. J'ai loué l'espace depuis un mois et quelqu'un a porté plainte. Des inspecteurs de la ville vont venir examiner l'unité. En consultant le code du bâtiment de l'Ontario, c'est quelqu'un en Ontario, Ça après la même ça chose va, ici. Ouais. j'ai compris qu'il faudra installer des fenêtres d'évacuation, une porte latérale et des détecteurs de fumée. Je suis prête à faire tout le nécessaire pour obtenir le permis et légaliser le sous-sol. Je me demande à quoi m'attendre lors de l'inspection et comment se déroule l'obtention d'un permis dans ce genre de situation. Toute expérience ou conseil est le bienvenu. Parfait. Là, ça veut dire qu'il y a de louer, donc il y a quelqu'un qui habite là. Donc ça, c'est un petit problème supplémentaire, si on veut. Oui. Normalement, avant que ce genre de situation arrive là, puis que ce soit en Ontario ou au Québec, là, on a des normes, on a la même chose. Puis il y a certaines villes que pour des logements sous-sol, ils ont même plus de normes que le Code national de bâtiment parce que les villes peuvent en être plus sévères. La bonne étape, là, c'est qu'on fait notre plan. On va à la ville, on demande le permis, puis là, la ville va nous s'assurer les issues, les ouvertures, tout ça, les séparations coupe-feu entre le plafond d'en haut puis le logement d'en bas. Donc, normalement, c'est les bonnes étapes. Là, dans ce cas-ci, c'est qu'elle va devoir faire ça, mais un peu de reculons, si on veut. Donc, quand ils vont venir, ils vont inspecter, ils feront pas de trous dans les murs, ils vont voir fait que s'il n'y a pas d'instincteur, s'ils n'ont pas les ouvertures, ils vont tout noter, puis probablement que la personne va avoir une lettre qui lui demande de cesser l'usage du sol, donc que le locataire sorte de la maison. On sait que c'est rarement possible, puis de se mettre aux normes. Fait que de faire une demande de permis puis de se mettre aux normes. Là où ça devient plus compliqué, c'est que c'est quand c'est déjà construit. Souvent, ils vont demander des coupes de murs pour voir, comme je disais, la séparation coupe-feu. Fait que ça, il va falloir faire ça des trous, il va falloir. Des fois, il faut rajouter du gyps, il faut faire des travaux. Donc, ça devient quand même assez coûteux, compliqué, surtout qu'il y a quelqu'un qui habite là. Faire des ouvertures là, je pense que c'est dans le sous-sol, là, donc ça se fait. Mais encore là, c'est tout le désagrément de faire ça, l'issue, même chose. Est-ce que le terrain est assez grand pour avoir une issue sur le côté, là, ce qu'on appelle un bon frost pit? Ouais. Est-ce que la personne, il y a des normes, puis il y a des marges à respecter aussi. Fait que ça vient avec un certain niveau de complexité. Oui. Fait que dans le fond, ça dépend de ce qui a été légué comme structure. Puis aussi, en même temps, c'est quoi nos problématiques qu'on pourrait rencontrer avec un locataire? T'sais? C'est quoi les droits de mettre ce locataire dehors? Ce locataire a probablement un bail. Ouais, là, ça, c'est une affaire d'avocat. Là. Honnêtement, il y a s'il n'y a pas de bail, c'est d'autres choses. Normalement, il y a un bail. Normalement, pour le sortir de là, quand tu viens de le louer, lui, il s'attendait que ce soit Oui. un bon endroit pour habiter. Il doit y avoir des pénalités, il doit y avoir des coûts, il doit y avoir un paquet de choses. Puis en même temps, il y a aussi le concept de vice caché. Est-ce que ça rentre en jeu?
Pour le S'il n'y avait pas de propriétaire permis? actuel, ouais, peut-être effectivement, ouais. Fait que dans le fond, probablement que la recommandation, ça serait de voir légalement, c'est quoi les Ouais, obligations et avec les l'avocat, recours. effectivement, ouais. Mmh Parce que c'est sûr et certain que la ville va demander de mettre aux normes. Il y a des coûts, puis il va y avoir mh. des problèmes avec ça. Si la personne elle a acheté en pensant que c'était aux normes, puis que ça ne l'est pas, mais c'est sûr et certain que le propriétaire d'avant, écoute, ça va être un autre dossier Tout de un conflit. casse-tête. Ouais, ça arrive souvent. C'est des drôles de situations quand même, ouais. On en voit plein, là. C'est incroyable ce qu'on peut voir des fois. Mmh. On revient un petit peu à, ton background, et puis un peu ton aventure entrepreneuriale. Hem, Comment ça a commencé tout ça? Comment on passe d'un employé à ben, un employé, Ouais, de en moi. Ouais, solo ouais. en solo à maintenant 4 employés? Ouais, puis on est à la recherche de 5 et peut-être Wow, OK. 6. Ouais. Comment on passe à ça? C'est une bonne question. Je pense que, au final, la façon que je vois ça, c'est qu'on met tellement d'efforts, tu sais, en fait, on fait des projets, on travaille avec de plus en plus de gens. Fait que c'est comme une genre de roue qu'on se met à pousser, puis que là, elle se met à rouler de plus en plus vite. Puis à un moment donné, elle roule un peu trop vite pour une personne, trop vite pour 2, trop vite pour 3. Fait que c'est Mmh. comme ça qu'on essaye de comme ça, en fait, que je l'ai vécu dans les 3 dernières années. L'enjeu que j'ai maintenant, c'est de pas la faire rouler trop vite pour qu'on devienne un monstre, mais que je garde cette espèce d'échelle-là, petite équipe agile, parce que ce que j'aime, c'est de pouvoir avoir le contact avec les gens, de pouvoir, quand les clients viennent, d'être capable de se revirer rapidement, parce que c'est tout le temps des histoires incroyables Mmh. qui sont urgentes, puis ils sont mal pris, puis on a des délais. Fait que d'avoir une équipe qui est assez agile, qui est petite, moi, c'est ce que c'est toujours ce que j'avais en tête quand je l'ai parti. Je me disais une genre un petit SWAT de l'urbanisme. Là, on donne un mandat, on part là-dessus, puis ça se fait rapidement, puis ça se fait bien. Fait que c'est un peu comme ça que je vois la firme, comment on voit jusqu'à présent là, Mmh. puis, tu sais, au final, c'est beaucoup de bouche à oreille, c'est beaucoup de côté réputation. Fait que, tu sais, au début, tu me disais, les gens viennent pour moi, Mmh. oui. Mais au final, à la gang, on se met à faire de plus en plus de beaux dossiers, de beaux projets. Fait que les gens, ils n'entendent parler. Puis, je sais même pas d'où ça vient, tellement on a des appels, là. Fait que, Fait que ça se passe comment là du début en 2022 à, votre succès en ce moment? ouais, le succès, je garde tout un petit bémol là-dessus. Le succès, ça sera quand tout le monde, on aura trouvé, tout le monde sera bien et heureux là-dedans, puis qu'on aura stabilisé la patente. Je te dirais que, ça s'est passé que, commencer avec deux trois clients, hem, puis on a des projets d'envergure essentiellement, des projets Mmh. à Montréal, des projets sur la Rive-Sud. Donc quand on a deux trois personnes qui viennent, qu'on travaille avec eux, j'ai commencé comme ça. Puis entre-temps, je continue à faire beaucoup de développement d'affaires, beaucoup de rencontres, beaucoup parce que ce que les gens ce que je pense que les gens aiment du côté privé puis en affaires, c'est le contact humain de Mmh. on se connaît, on a des valeurs communes, on a une bonne relation. Fait qu'une fois que ça s'est établi avec les gens, ben là, ça permet d'avoir l'espèce de lien de confiance. Puis les gens, souvent, ils t'essayent avec un petit dossier un peu plus Mmh. gros. Puis à un moment donné, au final, tu deviens leur personne, leur urbaniste, à travers ce lien de confiance-là Mmh. qu'on a développé. Fait que moi, c'est surtout ça que j'essaie de faire avec les clients. C'est pas d'y aller à la quantité, c'est d'y aller avec la qualité. Puis je te dirais que quand je vais avoir atteint l'espèce de succès, c'est que je vais avoir stabilisé mon petite équipe, que tout le monde va être bien heureux, vont pouvoir s'épanouir au niveau de la firme, puis qu'on va avoir les projets qu'on souhaite faire, là. À t'entendre parler, j'ai l'impression que tu es un perfectionniste. Un peu, Ouais. ouais. Fait que le succès, est-ce qu'il va être atteint un jour? Non, je pense pas. J'ai posé l'autre fois, j'étais avec une de mes anciennes patronnes, puis j'y expliquais. Elle disait, tu sais, je pense que le jour que je vais atteindre le projet que je veux faire, genre, je vais pouvoir arrêter. Elle me dit: «Ah, je pense pas que tu vas réussir». Donc, en tout cas, Mmh. on verra dans 10 ans, peut-être. Mais c'est correct, c'est ce qui fait que tu es bon dans ce que tu fais. Probablement. Et puis, pour la dernière question que j'ai pour toi, est-ce que tu as des conseils, pour bien s'entourer puis bien choisir les bons gens dans ton entreprise? Je te dirais oui, tu sais, je pense que c'est une question de valeur, tu sais, engager des gens, c'est facile, là, tu sais, on reçoit tout le temps des CV au quotidien. Je pense que c'est de s'entourer des gens qui comprennent bien la mission de l'entreprise, bien les missions, les valeurs, si on veut, de l'entreprise, mais aussi la valeur des autres personnes dans l'équipe. Mmh. Quand j'ajoute des membres à l'équipe, je prends tout le temps cette personne-là, je la rencontre au moins une fois avant, là, le candidat, si on veut,
voir ses valeurs, c'est qui, est-ce que ça fit avec moi, est-ce que je pense que ça va fitter avec l'équipe. Puis après, on fait une réunion où il vient, puis il se présente avec l'équipe, puis on a une discussion. Parce qu'au final, on passe beaucoup plus de temps entre collègues que des fois avec notre famille. Fait que c'est important pour moi. Puis c'est ce que je recherche. Puis c'est peut-être ce qui fait des fois que je pourrais avoir une beaucoup plus grosse équipe, mais je prends le temps de choisir les bonnes personnes pour avoir l'espèce de climat de travail, l'espèce d'environnement où les gens ils s'épanouissent professionnellement, personnellement, puis que ça fait aussi une dynamique un peu plus collégiale entre elles, comme si on était des Mhm. amis, pas juste du monde qui viennent faire des dossiers puis ressortir le soir. Fait que c'est souvent comme ça que je- quand j'ajoute des gens à l'équipe, je Mhm. travaille. Puis de plus en plus, ce que j'essaie de beaucoup de développer, c'est le réseau de collaborateurs. J'ai déjà quelques bonnes personnes, mais aussi j'essaie d'avoir un cercle très, très, très comme complémentaire à moi avec ce genre de relation-là où même si c'est pas ma firme, puis on travaille pas avec eux à temps plein, mais quand on se voit, on a cette espèce de facilité-là entre nous. Donc, c'est le modèle que je préconise pour Mm. le futur, puis ce que je fais depuis le début, en fait. Ça fait du sens, tu sais, dans le fond, si on s'aligne sur les mêmes valeurs, on va tous techniquement aller dans la même direction. Ouais, tu sais, c'est le sens. Tu sais, on vient, Mhm. on vient, les gens qui viennent travailler pour travailler, souvent, c'est pas, ils vont pas participer à l'esprit d'équipe, ils vont pas, tu sais, ils vont pas collaborer à ce qu'on est en train de créer, parce qu'on est en train de créer quelque chose qui n'existe pas. Mhm. Donc, c'est un peu, c'est ce que je dis toujours à ma gang, c'est l'entreprise, le logo, là, on peut faire ce qu'on veut avec. Mhm. Genre, j'ai pas une idée fixe. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Fait que quand les gens ils viennent puis ils sentent que le sens du travail, tu sais, de venir mettre de quoi ici qui va leur amener un peu plus de plus-value que juste un salaire ou juste du travail, qui sentent qu'ils font une différence dans leur milieu, pas juste d'un projet qu'on fait, mais aussi avec les autres collègues. C'est ça que j'essaie de chercher, parce que c'est ça qui va faire la différence entre quelqu'un qui va rester longtemps, quelqu'un qui va venir puis qui va repartir. Fait que Mm. c'est un peu le profil type, là. C'est un bon moment pour fermer la parenthèse. Je te remercie beaucoup Ben d'avoir merci. été avec nous aujourd'hui. Ben merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, abonnez-vous et laissez-nous un like pour ne rien manquer des prochains épisodes. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles histoires entre briques et bureaux.